France Info et tout est plus clair. On se retrouve tous les week-ends à 6h30 pour prendre connaissance de toute l'actualité de la nuit passée et des principaux thèmes de la journée. On est ensemble pour 3 heures d'infos avec nos chroniqueurs et nos invités. La matinale week-end de France Info, du vendredi au dimanche à 6h30 avec Jamel Mazy, Brigitte Boucher, en direct sur France Info Canal 16. Dans Vrai ou Faux, on traque les intox et la désinformation avec toute l'équipe de journalistes. On passe au crible la parole des hommes et des femmes politiques. On scrute les réseaux sociaux. Bref, on sépare les faits des fake news. Vrai ou Faux avec Julien Pain, c'est tous les samedis à 11h sur France Info Canal 16. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info, soyez les bienvenus sur le canal 16 de la télévision. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce moment très symbolique. C'est un tournant pour l'information du service public. France Info change de canal ce matin. Bienvenue sur la 16, une information qui repose que sur les faits, bien sûr. Plus de reportages, plus de décryptage, le tour de l'info toutes les demi-heures sur notre antenne. Et pour marquer ce nouveau départ, c'est une journée spéciale avec des rendez-vous inédits et les visages de la chaîne qui viendront ce matin sur ce plateau. Tour du monde également de nos correspondants. L'information n'est pas une opinion. Soyez les bienvenus dans la matinale de France Info. Dans un instant, le premier journal, c'est avec Brigitte Boucher. Bonjour Jamel, bonjour à tous. La politique avec vous, Serge Simino. Olivier Faure revendique la victoire ce matin à la tête du Parti Socialiste. Oui, une victoire annoncée et qui n'est plus contestée puisque Nicolas Maillard-Rossignol vient de lui adresser ses félicitations. La parenthèse est fermée. Donc Olivier Faure, réélu à la tête du Parti Socialiste. Axel de Tarlet est avec nous ce matin. Bonjour Axel. Bonjour Jamel. Moi j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter une voiture électrique. Attendez, le 1er juillet, le bonus va être sérieusement revu à la hausse. On verra comment ce sera financé d'ailleurs. On cherche de l'argent en ce moment. Il y a une astuce qui va pas coûter un sou à l'État. Ah, tiens, allez les sports dans un instant avec vous Jordan Klein. Bonjour Jordan. Bonjour. Après l'euphorie de la Ligue des Champions, la déception hier en Ligue des Nations. Déception, mais une avalanche de buts, 5-4, malheureusement pas pour la France, mais pour l'Espagne. On peut saluer quand même la bonne performance d'un tout nouveau Ryan Cherki, première sélection, un but et une passe décisive. Voilà pour le programme, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur France Info, Canal 16. On commence le premier journal avec les titres. Un grave incendie dans un immeuble à Reims fait au moins 4 morts, dont un enfant. Un autre est porté disparu, bilan donc encore provisoire. Le feu qui est maintenant éteint s'est déclaré dans une tour d'habitation et s'est vite propagé. Le Parti Socialiste confirme la réélection d'Olivier Faure. L'actuel premier secrétaire a recueilli 50,9% des suffrages. Dans la nuit, son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol contestait les résultats. Ils doivent être validés lors du congrès de Nancy qui se tiendra du 13 au 15 juin prochain. Donald Trump et Elon Musk se déchirent en public. Le président américain a traité de fou le patron de Tesla qui a vivement critiqué le projet de loi budgétaire. Elon Musk prétend même que le nom de Donald Trump se trouve dans le dossier Epstein, ce financier américain au cœur d'un vaste scandale de crimes et d'exploitation sexuelle qui s'est suicidé en prison avant d'être jugé. Alors voilà pour les titres de l'actualité ce matin, ce drame cette nuit. 4 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Reims. Et parmi les victimes, un enfant. Arnaud Robinet, vous êtes le maire de Reims, vous êtes avec nous en direct. Le bilan est-il définitif ? Oui, le bilan est définitif avec 4 décès dont un enfant et un enfant disparu, avec 12 ou 14 personnes en urgence relative et 2 ou 3 en urgence absolue. Quel quartier a été touché précisément à Reims ? C'est un immeuble qui est situé dans le quartier Croix-Rouge, au sud de Reims, un quartier populaire de 24 000 habitants, un quartier qui fait l'objet d'une rénovation urbaine par l'ensemble des bailleurs de la collectivité et de l'État. Mais il est clair que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'effroi cette nuit et ce matin, parce qu'un tel incendie, un tel drame, n'avait pas eu lieu depuis plusieurs dizaines d'années à Reims. Bien évidemment, nos pensées aux familles des victimes. Moi, je tiens à saluer la forte mobilisation et le courage exemplaire des forces de l'ordre, police nationale, police municipale, qui sont intervenues de suite, puisqu'ils étaient présents sur le quartier en patrouille de sécurité. Ils ont pu intervenir, ils ont pu évacuer des personnes, et puis les sapeurs-pompiers, plus d'une 60aine présents, qui ont également sont intervenus toute la nuit et ils sont encore sur place au moment où on se parle. Arnaud Robinet, vous le confirmez à l'instant, le bilan reste provisoire ce matin, un bilan qui est pour l'instant dramatique. Est-ce qu'on connaît l'origine de cet incendie ce matin ?
Non, au moment où on se parle, on ne connaît pas l'origine. J'ai pu échanger avec le colonel des pompiers du SDIS ainsi qu'avec le commissaire de permanence. Une enquête, bien évidemment, va être menée. Mais là, la priorité des pompiers et des forces de l'ordre, c'est bien évidemment de sécuriser l'immeuble, d'évacuer, bien évidemment, l'ensemble de l'immeuble, de visiter les 45 appartements de cet immeuble de 10 étages pour s'assurer qu'il n'y ait plus personne, qu'il n'y a pas d'autres victimes et sécuriser l'ensemble du secteur. Ensuite, bien sûr, l'enquête va débuter pour essayer de comprendre et de déterminer l'origine de cet incendie. Merci beaucoup Arnaud Robinet. Merci Monsieur le maire d'avoir été avec nous en direct ce matin sur France Info. Et donc on le rappelle, un bilan dramatique. Après cet incendie, 4 personnes sont mortes, dont un enfant. Un autre enfant est porté disparu alors qu'il est. Merci d'avoir été avec nous en direct sur France Info. Dans l'actualité également, après la chaleur, le retour de la pluie, 5 départements ont été placés en vigilance orange aux orages. La Haute-Loire, la Loire, le Rhône, l'Ain et l'Isère sont concernés. Et vous le voyez, presque un quart sud-est de la France est en vigilance jaune. Olivier Faure est élu à la tête du Parti socialiste. Le premier secrétaire du Parti socialiste sortant recueille 50,9% des suffrages exprimés. Selon un communiqué du parti tombé à 4h du matin, il domine d'une courte tête Nicolas Mayer-Rossignol. Comme en 2023, à Marseille, le scénario se répète. Le résultat est contesté par l'adversaire. Martin Bornet. Olivier Faure ne peut plus être rattrapé. Selon un communiqué officiel du Parti socialiste, il est réélu avec 50,9% des suffrages exprimés. Jeudi 5 juin, à l'issue d'un scrutin serré, Olivier Faure a été réélu premier secrétaire du Parti socialiste. Il domine donc d'une courte tête Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, qui affiche un score de 49,1%. En plein milieu de la nuit, Olivier Faure revendiquait déjà sa victoire. Et pourtant, l'écart a longtemps été minime. Toute la nuit, la bataille des chiffres a fait rage entre les deux camps. Mais Nicolas Mayer-Rossignol vient de reconnaître sa défaite. Toutes mes félicitations à Olivier Faure et à ses soutiens. Merci à tous les militants mobilisés dans ce congrès. Les défis qui attendent Olivier Faure sont nombreux. Il devra notamment réunir un parti divisé et tenter de rassembler à gauche à 2 ans de l'élection présidentielle. Un adolescent de 13 ans tué par balle en Guadeloupe ce mercredi soir. Un meurtre qui porte à 5 le nombre de morts en 8 jours. La Guadeloupe détient le 2e taux d'homicide en France. Les précisions de Clémence Barbier. Le drame s'est produit à proximité de la salle des fêtes de Lamentin. Mercredi soir vers 22h, une dizaine de coups de feu éclatent. Un homme de 27 ans est blessé. Un adolescent de 13 ans est tué. C'est le 5e homicide en seulement 8 jours en Guadeloupe. Cette violence qui touche particulièrement les jeunes inquiète ses habitantes. Par peur de représailles, elles témoignent anonymement. Tué par balle, moi je trouve ça atroce. Et une société très violente de par la télé. Les enfants se réfèrent beaucoup aux gangs. Une autre habitante s'alarme de la circulation des armes à feu dans l'archipel. Et ne pas laisser ces armes-là arriver aux mains des jeunes. Très souvent, les gendarmes sont au courant, ils savent, mais on laisse arriver le drame. Une réunion d'urgence a été organisée hier en présence du préfet. Il faut réagir vite. L'objectif aujourd'hui, c'est de rassurer. Donc on va déployer très vite des moyens sur le terrain. On va faire appel à des forces complémentaires de la gendarmerie, notamment des réservistes. On a un peloton de la garde républicaine ici qui est présent sur le territoire, qui va être mobilisé. Depuis le début de l'année, 27 personnes ont été tuées dans l'archipel, dont 16 par arme à feu. La guerre est déclarée entre Donald Trump et Elon Musk. La bromance s'arrête là entre les deux hommes qui s'invectivent sur les réseaux sociaux. Tout a commencé quand le patron de Tesla a qualifié d'abomination le projet de loi budgétaire du président américain. Il prétend que Trump n'aurait pas été élu sans lui et l'accuse d'être lié au dossier Epstein. Dario Borgogno. Après des mois d'idylle, la rupture devient violente entre les deux anciens alliés. Tout a commencé par les critiques d'Elon Musk contre un méga projet de loi budgétaire. Le président américain s'est dit hier déçu du patron de Tesla. Elon et moi avions une très bonne relation. Je ne sais pas si ce sera encore le cas. J'ai été surpris. Des propos qui ont mis le feu aux poudres. Le multimilliardaire s'insurge sur X. Sans moi, Trump aurait perdu l'élection. Quelle ingratitude.
C'est alors le début d'une passe d'armes entre les deux hommes par raison interposée. Donald Trump déclare avoir mis fin à la mission budgétaire de l'homme d'affaires car il était devenu fou. Musk affirme sans preuve que le nom du président se trouve dans le dossier de Jeffrey Epstein, un financier américain au cœur d'un vaste scandale de crimes sexuels. Mais ce déchirement pourrait bien avoir des conséquences économiques pour les États-Unis. Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux d'Elon Musk. Le patron de SpaceX menace de suspendre les vols du vaisseau Dragon vers la station spatiale internationale avant de faire marche arrière quelques heures plus tard. Peut-être influencé par le dévissage de son entreprise Tesla, qui a perdu des dizaines de milliards de dollars de capitalisation à Wall Street après la joute verbale. On en parlera dans un instant en direct avec notre correspondante à Washington, Camille Gutin, qui nous attend bien sûr en direct. À tout de suite, Camille. Dans l'actualité, toujours à l'international, des frappes israéliennes ont visé la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah. Le président libanais condamne fermement cette agression et dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu entre Israël et le mouvement pro-iranien. C'est la 4e frappe depuis l'arrêt des hostilités fin novembre. Cette attaque intervient au moment où les musulmans célèbrent aujourd'hui l'Aïd, la plus importante fête musulmane. Et puis assiste-t-on à un tournant dans le soutien européen à Kiev? L'Union durcit le ton vis-à-vis des importations ukrainiennes. L'accord qui lui ouvrait totalement le marché européen expire aujourd'hui. Les produits agricoles ukrainiens subissent de nouveau des droits de douane pour entrer dans l'Union pour la première fois depuis 3 ans. Soulagement pour les agriculteurs européens, mais coup dur pour l'économie ukrainienne, toujours en guerre. Claire Vérov. Dans ces navires, des tonnes de céréales ukrainiennes que l'Union européenne laissait entrer librement depuis le début de la guerre. Un avantage terminé à partir d'aujourd'hui. Nous entamons des mesures temporaires qui consistent à revenir aux accords douaniers d'origine, ce qui existait avant la guerre. Au-delà d'un certain tonnage, le maïs, le colza, le poulet ukrainien seront de nouveau soumis à des droits de douane à leur entrée sur le marché européen. Un coup dur pour Kiev, qui estime le manque à gagner à 3 milliards d'euros par an. L'accord d'échange conclu en 2022 avec l'Union européenne avait permis de soutenir l'économie ukrainienne en temps de guerre. Mais pour les agriculteurs européens, cette concurrence à bas prix était devenue insupportable. Il y a eu un afflux de volume de blé qui arrivait sur le territoire hongrois, polonais ou roumain. Et cet afflux gonflait finalement l'offre et faisait pression sur les prix. Pour les agriculteurs, c'était une concurrence qui était jugée déloyale. L'Ukraine espère la négociation d'un nouvel accord d'échange avec la Commission. En 2024, 60% de ses exportations étaient destinées à l'Union européenne. Merci beaucoup Brigitte pour l'essentiel de l'actualité. À tout à l'heure. France Info, 6h40, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez bien sûr sur le canal 16 désormais de la TNT. C'est une journée historique donc pour l'information de service public. L'occasion ce matin évidemment de recevoir les visages de la chaîne et bien sûr de vous offrir et de vous proposer un tour du monde de nos correspondants ce matin en direct. On commence avec bien sûr Anaïs Anquet qui nous attend à Kiev, notre envoyé spécial en direct. Anaïs, Donald Trump qui demande à Vladimir Poutine de ne pas répondre à l'attaque de drone du week-end dernier, cette opération baptisée toile d'araignée. Et pourtant, après un échange téléphonique avec son homologue, le président américain est persuadé qu'il va répliquer. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une première riposte a eu lieu en dépit de cet avertissement de Donald Trump. Anaïs, est-ce qu'elle a déjà commencé cette réplique russe ? Eh bien, en tout cas, les Ukrainiens ont vécu une nouvelle nuit d'angoisse puisque la Russie a lancé une attaque combinée cette nuit à la fois de drones et de missiles. Pour tout vous expliquer, ici à Kiev, nous avons été réveillés à 1h du matin par des sirènes d'alerte. Ensuite, nous avons entendu dans le ciel des drones russes voler. Et puis, eh bien, nous avons entendu et vu la défense aérienne tenter d'intercepter ces projectiles. Selon un premier bilan, il y aurait 4 morts et 20 blessés, tout simplement parce que des débris de drones russes sont tombés sur des immeubles résidentiels provoquant des incendies et forcément beaucoup d'angoisse ici à Kiev. Mais il y a eu également des frappes dans d'autres villes. Le maire de la ville de Lutsk, par exemple, située au nord-ouest de l'Ukraine, a expliqué qu'il y avait des blessés dans sa commune, là aussi à cause d'une attaque combinée à la fois de drones et de missiles. Alors s'agit-il de la riposte annoncée par Vladimir Poutine? C'est ce que pensent de nombreux Ukrainiens et de nombreux médias ici en Ukraine, puisque cette attaque est très massive ici aujourd'hui.
Merci beaucoup Anaïs Anquet, notre envoyé spécial en direct de Kiev pour France Télévisions. On va prendre maintenant la direction de Washington, retrouver notre correspondante permanente Camille Gutin en direct. Bonjour Camille. On le disait tout à l'heure dans le journal avec Brigitte, ces dernières 24 heures, on assiste en direct à un véritable carnage, j'allais dire un déchirement public entre les deux alliés d'hier, Elon Musk et Donald Trump. Oui, exactement. Vous avez totalement raison. En quelques heures, les deux amis sont devenus ennemis. Alors, ça a commencé avec Elon Musk, qui a directement et publiquement sur son réseau social critiqué Donald Trump en expliquant que le président américain était un ingrat et que s'il avait gagné la présidentielle, c'était grâce au soutien d'Elon Musk. Et puis, l'homme d'affaires a été plus loin en disant que le nom de Donald Trump apparaîtrait dans les dossiers du financier Jeffrey Epstein. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait été accusé de trafic sexuel. Vous vous en doutez, eh bien, ces attaques n'ont pas du tout plu à Donald Trump, qui a répondu, eh bien, qu'Elon Musk était devenu complètement fou et qui a aussi dit qu'il pouvait très bien couper les milliards de dollars de contrats que possède Elon Musk, en tout cas ses sociétés, avec le gouvernement fédéral. Et pendant que tout ce drama se déroule sous les yeux du public américain, eh bien, l'action de Tesla, elle, ne cesse de chuter à des records historiques. Donc, pas sûr que dans cette bataille, eh bien, ce soit Elon Musk qui ressorte vainqueur. Merci infiniment Camille Gutin, en direct de Washington pour France Info, le tour du monde de nos correspondants qui va se poursuivre bien sûr dès 7h avec Arnaud Boutet depuis Shanghai et bien sûr Raphaël Chapira en direct de Rome. D'abord la chronique politique avec vous Serge, on va revenir ce matin sur cette victoire revendiquée au sein du Parti Socialiste. Olivier Faure qui revendique sa victoire en tant que premier secrétaire. Oui Jamel, je vais vous conter ce matin l'histoire d'une victoire annoncée et d'une victoire qui a été contesté, mais qui ne l'est plus. Je vous en parle dans un instant. Alors, à 4h du matin, le Parti Socialiste annonce donc la victoire d'Olivier Faure avec 50,9% des suffrages exprimés contre 49,1%, bien sûr, pour son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol. Vous le voyez, c'est très serré, une fois de plus. Déjà, à 1h du matin, voilà ce que l'équipe du premier secrétaire publiait. Olivier Faure est en tête dans près de 60 fédérations et devrait donc être reconduit au poste de premier secrétaire avec une avance de plus d'un demi-millier de voix attendues. Son équipe prolongée en affirmant que la victoire d'Olivier Faure ne peut plus être contestée. Mais dans l'autre camp, on a contesté ces résultats, Serge. Oui, mais il y a moins d'une heure, Nicolas Mayer-Rossignol, donc le challenger, a félicité Olivier Faure sur le réseau X. Mais dans la nuit, son entourage ne validait pas du tout les premiers résultats annoncés. Je cite, « Les résultats provisoires du deuxième tour du congrès du PS donnent 50-50. Le parti est divisé, la direction sortante est désavouée. Nous appelons à la responsabilité et à l'unité. » Alors, ils en appelaient à la direction sortante pour ne pas reproduire le congrès de Marseille de 2023. Nous l'appelons à ne pas proclamer de résultats tant qu'ils ne sont ni finaux ni validés. Apparemment, maintenant, tout cela est réglé, mais la référence au congrès de Marseille de 2023 reste un des épisodes fameux et douloureux des congrès socialistes, avec au bout du compte un résultat négocié, pourrait-on dire, entre les deux mêmes candidats du jour, et une avance de 513 voix pour Olivier Faure, peut-être moins aujourd'hui, et un poste de premier secrétaire délégué pour son adversaire. Le terreau idéal pour une nouvelle crise, mais à cette heure-ci, elle semble s'éloigner, en tout cas, côté chiffres. Un scrutin très très serré. Serge a dit quoi du parti, cette situation-là ? Qu'il n'est quand même pas guéri de ses différences, de ses divergences, et que rien n'a été véritablement réglé depuis le dernier congrès. Et si Olivier Faure peut revendiquer sa victoire, il devra composer avec des socialistes écartelés, même si à titre personnel, Boris Vallaud, le troisième homme, avait opté pour Olivier Faure. Il ne donnait pas un chèque en blanc à celui qui se succède à lui-même ce matin. Et au regard de tout ce qui attend le parti, on peut se demander comment il sortira politiquement de ce scrutin très serré. Merci beaucoup Serge Cheminot pour la chronique politique. Ce matin, on attend bien sûr le résultat définitif, évidemment, de ce vote au sein du PS. Dans la journée et ratifié le week-end prochain au Congrès à Nancy pour la dernière étape. Merci beaucoup Serge. Axel, on est ravis de vous avoir ce matin dans la matinale de France Info, vous qu'on retrouve bien sûr toute la semaine. On en parlera dans un instant, votre émission L'Info, c'est clair. Mais vous souhaitez nous parler ce matin de ce coup de pouce assez inattendu sur le bonus, les bonus à l'achat dès juillet des voitures électriques. Exactement, c'est une information du journal Les Échos. Alors, je vous apprends rien si je vous dis que le marché de la voiture électrique va très mal. Les ventes de voitures électriques sont en baisse depuis le début de l'année de 7%, alors que c'était l'avenir, elles devraient progresser. Elles sont chères, elles sont un peu chères. À votre avis, c'est combien une voiture électrique neuve ?
35 000. Allez, un peu plus. 45 000. Oh, non, 40 000. 40 000. Donc, qui peut mettre 40 000 euros, c'est une moyenne dans une voiture électrique. Donc, le gouvernement en est bien conscient. Et donc, il veut aider les Français qui souhaiteraient acheter une voiture électrique. Et donc, à partir du 1er juillet, le bonus pour acheter une voiture électrique va augmenter. Donc, pour tous les Français, il va passer de 2 000 à 3 100 euros. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que pour les ménages modestes, alors, le gouvernement a une vision très large. Près de la moitié des Français vont être considérés comme ménages modestes. Une vision élargie des ménages modestes, ça sera jusqu'à 4 200 euros d'aide pour acheter une voiture électrique. Mais alors, comment financer une telle mesure? On nous dit que l'État n'a plus d'argent. Alors, c'est là la beauté du système. Jusqu'à présent, ce système de bonus était effectivement porté par le budget de l'État. Et comme vous venez de le dire, l'État n'a plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne vers une autre poche. Cette autre poche, ça s'appelle le CEE. Vous savez ce que c'est que le CEE? C'est les certificats d'économie d'énergie. C'est quoi ça? C'est un espèce de malus que doivent payer tous les énergéticiens, vous savez, qui émettent du CO2. C'est Total, c'est Engie dans le gaz. Ils doivent chaque année payer une espèce de malus parce qu'ils polluent. Et ce malus, ça représente une enveloppe de 4 à 6 milliards d'euros. Donc, c'est beaucoup. Eh bien, l'État dit maintenant, cette enveloppe qui sert à financer des travaux de décarbonation, cette enveloppe va maintenant financer l'achat de voitures électriques. Et là où il y a le match dans le match, c'est que vous savez à quoi elle sert, cette enveloppe? Elle sert à financer MaPrimeRénov'. Ah, mais qui était suspendu. Qui a été suspendu hier. Alors, si j'étais complotiste, je dirais l'État a supprimé MaPrimeRénov' pour mieux financer son système de voitures électriques. Il a favorisé la voiture électrique plutôt que la maison décarbonée. Il a favorisé les constructeurs automobiles plutôt que les artisans du bâtiment. Mais ça, je ne le dis pas parce que je voudrais pas créer de la polémique. Ça, c'est pas faire. Pas pour le premier jour sur Canal 16. On va un peu. Les artisans. Tout ça doit commencer le 1er juillet. Bonne nouvelle pour ceux qui veulent acheter une voiture électrique. Évidemment. Merci beaucoup, Axel. Et puis, on le précise, c'est important de le dire, on vous retrouve du lundi au jeudi dès 9h30 sur France Info. Alors aujourd'hui, c'est Audrey Goutard. On parlera évidemment de la nomination, enfin la victoire étriquée d'Olivier Faure et bien sûr des noms d'oiseaux qui volent entre Donald Trump et Elon Musk. 9h30 sur France Info, Canal 16. À la fin d'une bromance, les deux qui se déchirent justement. Et, Anthony Bélanger, notre chroniqueur international, l'avait prédit d'ailleurs dès janvier sur ce plateau sur France Info. Merci beaucoup Axel, on vous retrouve dans l'info c'est clair du lundi au jeudi dès 9h30 donc sur France Info, Canal 16 et Audrey Goutard le vendredi. On va parler sport maintenant avec vous Jordan, on va commencer par bien sûr du football. C'était la rencontre de la soirée d'hier, la France qui affrontait l'Espagne en demi-finale de la Ligue des Nations. Et le moins qu'on puisse dire, c'était qu'il y avait une avalanche de buts, mais qui n'a pas tourné à l'avantage des Français. Et il ne pleuvait pas pourtant hier sur le stade. Et c'est la France qu'on a vu prendre l'eau de toutes parts. Vous allez voir les images. La France sans efficacité offensive pendant au moins 90 minutes facile. Là, c'est son camp de l'Espagne. Et enfin, passe décisive de Ryan Cherki pour le 5-4. Colomboigny ensuite qui finit. On écoute quand même Didier Deschamps qui est assez optimiste pour l'avenir. Il y a des choses à corriger, ça c'est sûr, mais on a fait beaucoup de bonnes choses entre ceux qui ont commencé, ceux qui sont bien rentrés aussi. Il y a un potentiel offensif important, mais ça devra nous servir. Mais on a été punis parce qu'en face... C'est le très haut niveau, ils ont été très efficaces. Non, ça servait de leçon, on l'a entendu, Didier Deschamps. C'est éliminé. Ouais. Il y avait une autre demi-finale, Jordan, en tennis, cette fois, celle de Loïs Boisson à Roland-Garros. C'était donc c'est la sensation, on peut le dire, de ce tournoi. Loïs Boisson, malgré un parcours extraordinaire, la marche était bien trop haute pour la Française. Et en face d'elle, il y avait du très très haut niveau. L'américaine Coco Gauff, elle est 2e mondiale. Elle était beaucoup trop forte hier pour la Française qui a montré des signes de frustration, comme vous voyez sur ces images. Ce qu'elle n'avait pas montré depuis le début du tournoi. Vous voyez ici la balle de match, évidemment, qui tourne à l'avantage de l'américaine. 6-1, 6-2 en seulement 1h09 de match. Mais il faut quand même saluer l'avènement d'une nouvelle championne. Elle était 361e mondiale avant le tournoi, invitée à Roland-Garros. Elle sera au mieux 65e, au pire 68e. C'est un bond de 300 places, extraordinaire. C'est extraordinaire vraiment pour une Française. Et surtout, elle devient numéro 1 française chez les femmes.
C'est un peu comme France Info qui passe de la 27 à la 16. Voilà. C'est un bon classement ATP, c'est ça que vous êtes en train de dire. Louis Poisson de la télé. Ça, exactement. Soyons humbles, malgré tout ça. Aujourd'hui, place aux demi-finales chez les hommes. C'est quoi le programme, Jordan? 2 rencontres à suivre. Il pleut dehors, donc vous pouvez rester devant votre télé. Musetti, 8e contre Alcaraz. 2e, c'est à suivre à 14h30, évidemment, sur les antennes de France Télévisions. Sinner, premier au classement ATP, affronte Djokovic. Sinner, quand même, qui est dans une forme légendaire puisqu'il n'a pas perdu un seul set. 14h30 pour le premier match, 19h pour le deuxième. Et puis, on part aux États-Unis avec ce premier match des finales de NBA. Avec un scénario dingue, littéralement à l'américaine. Pacers contre Oklahoma City. Les Pacers qui ont été dominés et menés pendant la totalité de la rencontre jusqu'à les toutes dernières secondes. Et cet homme, Tyrese Haliburton, qui tire. Il ne reste que quelques secondes. Il marque le panier. 111-110. Il ne reste seulement que 0,3 secondes pour Oklahoma pour revenir. Autant dire pas suffisamment pour un tir. Il faut beaucoup plus de 0,3 secondes. Et donc, logiquement, OKC perd. Les Pacers gagnent 1-0 pour eux. Merci beaucoup, Jordan Klein, pour les sports dans la matinale de France Info, 6h53. Si vous nous rejoignez, Marie Mamjoglou est avec nous ce matin. Bonjour Marie. Bonjour Jamel. On va s'intéresser à la question de la santé mentale. Vous savez, grande cause nationale en France, les troubles de la santé mentale qui touchent 13 millions de Français. Ça concerne essentiellement les jeunes adultes et surtout les adolescents. Et vous nous parlez ce matin de cette enquête publiée par nos confrères du quotidien britannique The Guardian, qui met en garde contre ces vidéos TikTok qui donnent des conseils justement sur la santé mentale. Oui, et qui inquiète fortement les professionnels médicaux parce que dans cette enquête, ils ont analysé les 100 meilleures vidéos avec le hashtag Mental Health Tips. Et en français, ça veut dire astuces santé mentale. Et résultat, plus de la moitié de ces vidéos, elles contiennent des informations fausses ou imprécises. Les influenceurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent des solutions miracles qu'ils vont donner ainsi aux jeunes pour qu'ils puissent mieux gérer leurs troubles, des troubles comme la dépression ou l'anxiété, en sachant que ces influenceurs ne sont pas des professionnels. On va tout de suite voir un petit aperçu de ce que propose TikTok. Regardez. 10 ans de thérapie en 1 minute. C'est parti. Quand quelqu'un qu'on aime est en dépression, on se sent souvent perdu. On sait pas trop quoi dire, quoi faire. La première émotion que j'ai mise, c'est le fait de se sentir épuisé mentalement. Ce que tu peux faire déjà, tout simplement, aller faire une sieste. Après, je sais que moi, personnellement, ça fonctionne pas sur moi. J'arrive pas à dormir comme ça aussi facilement. Tu sais comment je fais pour améliorer ma santé mentale? Je mets uniquement mon énergie sur des choses que je peux contrôler. Faut que tu saches que lorsque tu as une émotion qui te traverse, elle n'est pas faite pour rester dans ton corps, dans le sens où une émotion, elle est faite pour aller vers l'extérieur. Et qu'en pensent les professionnels? Ça donne une vision évidemment extrêmement réductrice des maladies mentales complexes. Certains influenceurs utilisent en plus à tort un vocabulaire thérapeutique, donc ça sème la confusion. Ils donnent aussi des conseils basés sur leur expérience personnelle et forcément qui sont pas applicables à tout le monde. Et ça peut s'avérer extrêmement dangereux pour les personnes vulnérables atteintes de troubles mentaux graves. Ces contenus, ils inquiètent d'autant plus que 25% des utilisateurs de TikTok dans le monde ont entre 18 et 24 ans, et en France, près de 90% des contenus liés à la santé mentale étaient postés par des personnes ne travaillant pas dans le milieu de la santé. Est-ce que TikTok a réagi à cette enquête? Alors oui, ils ont répondu, ils ont expliqué que toutes les vidéos qui incitent à ne pas consulter un spécialiste ou qui font la promotion de conseils dangereux sont supprimées. Elles travaillent aussi avec des experts, comme l'Organisation mondiale de la santé, pour promouvoir des informations fiables et supprimer les fausses informations préjudiciables. Et je terminerai en disant qu'ils se vantent beaucoup d'un guide dédié au bien-être qui apparaît en fait quand vous écrivez la santé mentale dans la barre de recherche. Vous voyez ce guide avec des conseils, numéro de téléphone, des liens. Voilà. Mais pour autant, cette démarche reste très largement insuffisante pour les experts, bien sûr. Axel, oui, mais surtout, le Guardian a publié cette enquête qui montre qu'il y a plus d'un jeune Britannique sur 2 qui souhaiterait vivre dans un monde sans Internet, sans réseaux sociaux. C'est incroyable, ça. Avec ce débat, justement, autour de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, en ce moment, d'ailleurs. Les Britanniques aimeraient qu'on leur interdise, aimeraient vivre dans un monde sans réseaux sociaux. En tout cas, en attendant, pour toutes les personnes qui en auraient besoin, qui auraient besoin de soutien, justement, c'est important de le rappeler, ce numéro d'appel gratuit, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le 31 14, évidemment, on rappelle la santé mentale, grande cause nationale en France cette année. Merci beaucoup Marie, vous restez avec nous sur France Info Canal 16. Dans un instant, un nouveau journal avec Brigitte Boucher. D'abord le temps.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur France Info. Il est pratiquement 7h. France Info désormais sur le canal 16 de la télévision. C'est donc une journée historique pour l'information de service public. L'information n'est pas une opinion. Bien sûr, l'occasion ce matin de recevoir les visages de la chaîne et de vous proposer bien sûr un tour du monde de nos correspondants ce matin sur France Info. Dans un instant, le journal, c'est avec vous Brigitte Boucher. Oui, on va revenir sur cet incident à Reims qui a fait au moins 4 morts. La chronique éco avec vous, Marine Milsay. Bonjour Marine. Le marché du jeu vidéo en pleine crise. Oui, et pourtant un marché qui représente plus que le cinéma et la musique réunis, mais les licenciements n'arrêtent pas ces dernières années. Alors que Nintendo, on en parlait justement, vient de sortir sa Switch 2, d'ailleurs, qui n'est pas donnée, hein, bien sûr, mais on verra. Pas donnée. Merci dans un instant. Cher. La culture avec Muriel Rousselin ce matin. Bonjour Muriel. Bonjour Daniel. Avec 3 artistes à l'honneur ce matin et surtout le grand retour de Vanessa Paradis. Mais oui, dans un bouquet final. C'est le nom de son single, je vous en parle. Voilà pour le programme. Si vous nous rejoignez sur France Info, on sera également avec Loïc Delamornay qui sera avec nous sur ce plateau. Dans un instant, on commence d'abord ce nouveau journal avec les titres. Un grave incendie dans un immeuble à Reims fait au moins 4 morts, dont un enfant. Un autre est porté disparu, bilan encore provisoire. Le feu qui est maintenant éteint s'est déclaré dans une tour d'habitation et s'est vite propagé. Le Parti socialiste confirme la réélection d'Olivier Faure. L'actuel premier secrétaire a recueilli 50,9% des suffrages. Dans la nuit, son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol contestait les résultats. Ils doivent être validés lors du congrès de Nancy du 13 au 15 juin prochain. Donald Trump et Elon Musk se déchirent en public. Le président américain a traité de fou le patron de Tesla qui a vivement critiqué le projet de loi budgétaire. Elon Musk prétend même que le nom de Donald Trump se trouve dans le dossier Epstein, ce financier américain au cœur d'un vaste scandale de crimes et d'exploitation sexuelle. Voilà pour les titres à la une ce matin. Cette nuit, 4 personnes sont mortes dans l'incendie d'un immeuble à Reims. Et parmi les victimes, un enfant. Le feu a pris dans une tour d'habitation dans le quartier de Croix-Rouge, au sud-ouest de la ville. L'incendie est actuellement éteint. Le maire de Reims, Arnaud Robinet, revient sur l'origine de ce départ de feu et sur le bilan. On l'écoute.